Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons démarrer notre deuxième séance. Si vous vous rappelez, l'autre fois, on avait démarré par les écoles, le chapitre relatif aux écoles de la pensée au management, en discutant un peu les théories traditionnelles du management, qui se basent principalement sur trois écoles, à savoir l'école classique, l'école des relations humaines et l'école néoclassique. On avait démarré l'école classique en discutant principalement les trois contributions de Taylor, Fayol et Max Weber, en distinguant les différentes rationalités qui ont été préconisées par l'école classique, notamment la rationalité productive avec les travaux de Taylor, la rationalité administrative avec les contributions d'Henri Fayol et la rationalité structurelle avec Max Weber. On avait commencé par la discussion des travaux de Taylor sur l'organisation scientifique du travail, qui distingue donc la conception par rapport à l'exécution et la division du travail en tâches distinctes. Et on vous a même expliqué le principe de One Best Way. On a vu les quatre grands principes du management scientifique, selon donc l'approche de Taylor. On vous a même expliqué les critiques de l'organisation scientifique du travail et on vous a présenté le courant administratif d'Henri Fayol, qui a complété en quelque sorte la réflexion de l'ingénieur Taylor. Nous avons vu les 6 fonctions ou les 6 activités développées par Henri Fayol et on avait terminé, si vous vous rappelez, sur les 14 principes d'Henri Fayol qui jalonnent le courant administratif tel qu'il a été développé. Rappelez-vous, on a vu les 14 principes, à savoir la division du travail, l'autorité, la responsabilité, la discipline, l'unité de commandement, l'unité de direction, la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général, la rémunération équitable, le degré de décentralisation, la hiérarchie, l'ordre, l'équité, la stabilité d'emploi ou du personnel, l'initiative et l'union du personnel. Et on vous a expliqué effectivement que selon Henri Fayol, un dirigeant menu de ces principes pourra remplir correctement toute activité administrative que Fayol décompose en 5 opérations: la prévoyance, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. En matière de prévoyance, donc il s'agit principalement de préparer l'avenir par un programme d'action, de telle sorte que le programme doit respecter 4 qualités: l'unité du programme, la continuité du programme, la flexibilité et la précision. Donc, selon Henri Fayol, pour pouvoir préparer l'avenir, il faut établir un programme d'action qui permet d'organiser et de gérer l'ensemble des actions à mettre en œuvre en matière de gestion administrative de l'entreprise. Et c'est le premier pilier qui permet d'atteindre ce qu'on attend par la rationalité administrative. Ce programme d'action doit respecter 4 qualités. L'unité, c'est-à-dire qu'il est homogène et qu'il est unifié par rapport aux services ou aux différentes équipes composant l'entreprise. La continuité, donc il s'inscrit dans la durabilité sur un horizon de long et moyen terme. La flexibilité, c'est-à-dire que le programme doit laisser une marge pour pouvoir corriger les éventuels dysfonctionnements, les erreurs, ou tout simplement suivre l'évolution des activités, de telle sorte qu'il s'adapte en fonction des évolutions. Et enfin, la précision, c'est-à-dire qu'on aura des objectifs, on aura des actions planifiées avec des délais, avec des moyens, etc., pour pouvoir assurer la bonne continuité et le fonctionnement administratif de l'entreprise. Le deuxième pilier de la rationalité administrative ou du fonctionnement administratif, selon bien sûr Henri Fayol, c'est l'organisation. Et là, il s'agit de construire une structure pour le corps social avec une unité de commandement. Donc, on doit mettre en place une structure, une organisation avec des règles définies pour le corps social, notamment les ouvriers,
avec une unité de commandement. Donc, on aura des équipes de la main-d'œuvre, les ouvriers, et chaque équipe sera chapeautée par une unité de commandement qui va assurer donc la coordination et le commandement des différentes actions ou activités à mettre en œuvre. Bien entendu, dans cette structure, on doit aussi avoir une claire définition des responsabilités, de manière à désigner qui fait quoi, tout un chacun, par rapport à, bien entendu, ce qu'il devrait réaliser en tenant compte du programme d'action à mettre en place. On doit aussi établir des procédures de décision qui sont claires, formalisées, pour voir un peu à quel degré donc, tout un chacun devra prendre des décisions et un grand entraînement du manager. Donc souvent, nous aurons des équipes chapeautées par des managers qui représentent l'unité de commandement et chaque manager doit avoir des responsabilités clairement définies avec des procédures établies pour qu'on puisse responsabiliser les personnes en question. Fayol s'oppose à Taylor dans l'attribution de plusieurs chefs spécialisés à un subordonné. Selon Taylor, il préfère constituer un état-major pour conseiller un chef dans l'accomplissement de sa mission. Et donc Fayol recommande de synthétiser l'organisation par un organigramme qui représente donc un schéma représentatif de l'organisation. On parle même d'un tableau d'organisation. Donc selon Fayol, il n'est pas d'accord sur la proposition développée par Taylor qui consiste à attribuer plusieurs chefs spécialisés à un subordonné. Parce qu'on aura la dilution des pouvoirs, la dilution des responsabilités, et par conséquent, on aura du mal à identifier qui fait quoi. Donc Taylor préfère constituer un état-major qui va conseiller le chef dans l'accomplissement de sa mission. Et à partir de là, on va synthétiser l'organisation par un organigramme pour garantir un bon fonctionnement administratif. Et c'est pour cela que Fayol considère l'organisation comme l'un des piliers de ce qu'on appelle donc la rationalité administrative. Troisième pilier développé par Fayol, c'est le commandement. Le commandement, donc pour Fayol, le chef d'entreprise ne peut assurer le commandement qu'en respectant certaines qualités personnelles. Selon Fayol, donc il y a plusieurs qualités personnelles que le chef d'entreprise doit respecter, doit remplir pour pouvoir exercer convenablement ses responsabilités, notamment en matière de commandement, c'est-à-dire la direction de l'entreprise. Donc commander, c'est le fait de diriger l'entreprise et les activités menées. Quelles sont ces qualités personnelles? D'abord, selon Fayol, un chef d'entreprise doit avoir une connaissance approfondie de son personnel, c'est-à-dire qu'il est capable d'identifier le potentiel, les compétences, les spécificités de ses salariés pour qu'ils puissent les gérer, d'une manière efficace et rationnelle. Deuxième qualité, c'est que le chef d'entreprise doit éliminer les incapables, c'est-à-dire les ouvriers ou les employés qui sont dans l'incapacité de satisfaire les exigences de leur poste, notamment en matière de l'exécution des tâches. Troisième qualité que le chef d'entreprise doit remplir en matière de commandement, c'est qu'il doit être capable de bien connaître les conventions, c'est-à-dire les relations qui existent entre les salariés, les acteurs d'entreprise et qui constituent des conventions sociales, des conventions donc en entreprise. Selon Fayol, le chef d'entreprise doit également donner le bon exemple, c'est-à-dire qu'il doit être un modèle à suivre pour le reste, pour que tout un chacun s'identifiera à travers les actions du chef. Et c'est à partir de là que le chef sera considéré comme un bon exemple pour le reste en matière de bonne conduite
et du bon fonctionnement de l'entreprise. C'est ce qui va légitimer donc sa présence en matière du commandement et de la direction de l'entreprise. Selon Fayol également, le chef d'entreprise doit inspecter périodiquement le corps social. Donc, il doit procéder à des inspections de manière à identifier les conditions de travail, le bon déroulement des activités, et en cas de source d'insatisfaction ou de désengagement, le chef d'entreprise devrait être capable de connaître quels sont les maillons faibles de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les éléments qui peuvent démotiver, qui peuvent impacter négativement la productivité, le rendement du corps social, c'est-à-dire des employés et du personnel. Et c'est à partir de là que Fayol considère que parmi les qualités personnelles d'un chef d'entreprise, c'est effectivement sa capacité à inspecter périodiquement le corps social pour identifier les éventuels dysfonctionnements ou les sources de démotivation qui peuvent impacter négativement la productivité, donc le bon déroulement du programme d'action tel qu'il a été planifié. Encore, Fayol considère aussi que le chef d'entreprise doit tenir des conférences avec ses principaux collaborateurs. Donc, par les conférences, on entend des séances de dialogue, d'écoute active, de négociation, de concertation autour des conditions de travail et des attentes, des demandes des salariés, des collaborateurs. Et à partir de là, le chef d'entreprise doit toujours rester à l'écoute de ces attentes, de ces demandes, et il va essayer de les satisfaire dans la mesure du possible, de telle sorte qu'il renforce la motivation, l'adhésion des ressources humaines, des collaborateurs autour du programme d'action ou des objectifs escomptés. Et ça va permettre de réussir ou faire réussir le projet de l'entreprise. Et c'est à partir de là qu'on va atteindre la rationalité administrative. Selon Fayol toujours, le chef d'entreprise doit ne pas se laisser aborder par les détails. Cela signifie donc qu'il ne doit pas aller donc dans des futilités, de telle sorte que en matière de direction, il doit se focaliser principalement sur l'essentiel pour qu'il ait une visibilité globale, générale sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Et enfin, selon Fayol, en matière de commandement, le chef d'entreprise doit être capable de faire régner l'initiative et le dévouement. Cela signifie qu'il est capable de valoriser les bonnes initiatives des collaborateurs et valoriser également le dévouement que les collaborateurs expriment à l'égard de l'entreprise, notamment pour reconnaître les efforts déployés en la matière. Et c'est à travers ces qualités que, effectivement, le chef d'entreprise sera amené à assurer un bon commandement de l'entreprise qui considère comme le troisième pilier de la rationalité administrative. Quatrième pilier, c'est la coordination. La coordination, selon Fayol, c'est mettre de l'harmonie entre tous les actes de l'entreprise. Et à partir de là, la coordination peut être déployée par deux moyens, selon toujours Henri Fayol. Premièrement, la conférence hebdomadaire. Donc, d'une manière hebdomadaire, on doit programmer des conférences pour pouvoir statuer sur l'évolution des activités, l'avancement des programmes d'action, et en cas de problème ou de dysfonctionnement, on doit être capable d'identifier ces problèmes qui peuvent mettre en péril la productivité ou la bonne continuité de l'exploitation. Deuxième moyen de coordination selon Fayol, c'est le fait d'avoir des agents de liaison qui appartiennent au service d'état-major. Ce sont ces agents de liaison qui doivent jouer le relais entre les chefs, les responsables, d'une part, les collaborateurs et le service d'état-major. Et enfin, donc, le contrôle
le contrôle qui constitue le dernier pilier de la rationalité administrative selon Henri Fayol. Il sert à vérifier si tout est conforme au programme d'action tel qu'il a été planifié dans le cadre de la prévoyance. Et à partir de là, on doit vérifier effectivement est-ce que les actions menées sont conformes au programme planifié, aux ordres, aux principes qui ont été communiqués donc par le chef d'entreprise et les responsables délégués. Il doit être rapide et suivi des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions telles qu'ils sont prévus dans le programme ou dans les ordres et instructions et les principes développés. Et il doit être défini le plus possible à l'avance de manière à anticiper par rapport à la réalisation des objectifs et des programmes planifiés. Et c'est à partir de là qu'on va donc schématiser l'acronyme PODC, prévoyance, planification, organisation, le fait de mettre en une structure et bien entendu le développement donc, et le contrôle. Développement, c'est-à-dire le commandement et la coordination, c'est la direction. Donc le D, c'est le fait de diriger, la direction. Le commandement et par la suite le C qui renvoie à la coordination et au contrôle. Donc vous avez la prévoyance, l'organisation, la direction qui sous-entend le commandement et la coordination et le contrôle. Et donc les idées de Fayol ont été très répandues à son époque et ont été suivies partout dans le monde pendant plus de 40 ans. Et ces principes de Fayol ont marqué effectivement ce qu'on a appelé courant administratif ou rationalité administrative, qui a fait l'objet de sa publication en 1916 dans son livre Administration industrielle et générale, prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle, sur lequel repose toute sa réputation. D'où donc effectivement l'importance du courant administratif qui a été donc à l'origine du développement de ce qu'on appelle la direction et la planification en matière de rationalité administrative. Troisième courant, donc dans le cadre de l'école classique, c'est le courant bureaucratique de Max Weber, qui a été effectivement développé dans la même réflexion. Max Weber est considéré comme le fondateur de l'école dite sociologique, mais l'essentiel de ses travaux ont concerné le domaine du management, et plus principalement le pouvoir dans les organisations ou les sources de légitimité de pouvoir. Donc Max Weber a publié plusieurs travaux en matière de sociologie des organisations. En matière du management, nous avons mobilisé ces travaux qui ont une portée en relation avec la notion du pouvoir dans les organisations et surtout les sources de légitimité du pouvoir. Le concept de bureaucratie ne doit pas être associé à une image péjorative ou négative. Quand on parle de bureaucratie autant que concept, cela ne doit pas être associé à une image négative, péjorative. La bureaucratie signifie une forme d'organisation rationnelle fondée sur le respect des règles et donc il empêche l'arbitraire. Et donc là, juste pour éviter les mauvaises perceptions et les mauvaises représentations, quand on parle de bureaucratie au sens weberien, on renvoie à une forme d'organisation rationnelle fondée sur le respect des règles de manière à éviter tout arbitrage. À partir de là, donc, on va discuter la typologie des autorités selon Max Weber, qui va distinguer trois types de légitimité en matière de l'exercice de pouvoir dans les organisations. La première légitimité est considérée comme charismatique. La deuxième est traditionnelle et la dernière, elle est légale. Selon Max Weber, il existe trois types d'autorité légitimes, à savoir la légitimité charismatique, qui repose sur les qualités personnelles de leader,
qu'il ne peut transmettre parce qu'elles sont liées à sa personnalité. Parmi les exemples de managers à autorité charismatique, on peut citer par exemple Henry Ford, dans le cas de la Citroën, le cas de Renault, le cas de Bill Gates, Microsoft, le cas de Thomas Watson pour IBM. Et donc, ce sont des cas célèbres qui renvoient effectivement aux qualités personnelles qu'un leader peut disposer et qui va lui donner une légitimité charismatique. Donc, il a une posture, il a du charisme qui renvoie bien entendu à des qualités personnelles qu'un manager peut avoir et qu'on ne peut pas transmettre systématiquement parce que ces qualités sont intimement liées à la personnalité du manager, selon toujours Max Weber. La deuxième légitimité, elle est traditionnelle. Selon Max Weber, cette légitimité repose sur la croyance en la primauté de la tradition valable tout le temps et en la légitimité de ceux qui exercent l'autorité par ses moyens, c'est-à-dire par la tradition. Donc, selon Max Weber, un manager peut avoir de la légitimité au regard à la croyance en la primauté de la tradition, qui est valable tout le temps, et que dans l'exercice de l'autorité, les managers utilisent effectivement la tradition pour s'affirmer à l'égard de leurs équipes. La forme traditionnelle est liée à la personne, plus qu'à la fonction. L'exemple qu'on peut donner est celui du système héréditaire, notamment dans les entreprises familiales où la responsabilité est héritée d'une génération à l'autre. Et effectivement, dans les entreprises familiales où le nouveau leader reçoit un mandat de son prédécesseur. Et à partir de là, il y a donc ce qu'on appelle la transmission du pouvoir d'une famille à l'autre, d'une génération à l'autre. C'est ce que fait que parfois les managers peuvent avoir une légitimité au regard à c'est ce qu'il qualifie comme légitimité rationnelle ou légale. Elle repose sur un système de buts et de fonctions étudiés rationnellement, conçus pour maximiser la performance d'une organisation et mise à exécution par certaines règles et procédures. La légitimité rationnelle ou légale repose alors sur la croyance en la légalité des règlements fixés et sur la légalité de droit de ceux qui donnent les directives. Ces derniers utilisent, pour garantir l'ordre, un appareil administratif appelé bureaucratie, qui renvoie effectivement à une forme d'organisation rationnelle fondée sur le respect des règles qui empêche donc les arbitrages. Par conséquent, le développement des organisations bureaucratiques touche les entreprises publiques et les organismes d'État notamment. Et c'est à travers, bien entendu, cette légitimité rationnelle ou légale que les managers dans ces structures exercent l'autorité vis-à-vis leur équipe, à travers, bien entendu, la croyance en la légalité des règlements fixés, la légalité de droit de ceux qui donnent les directives. À partir de là, donc, Max Weber fournit 10 principes pour assurer une administration bureaucratique. Pour Max Weber, l'administration bureaucratique idéale ne peut exister que si ces agents travaillent en appliquant 10 principes. Donc, selon Max Weber, l'exercice de l'administration bureaucratique ne peut se faire que lorsqu'on a des agents qui travaillent en appliquant 10 principes qu'il a énumérés. Le premier principe, c'est lorsqu'ils sont personnellement libres. Ils ne sont soumis à l'autorité que dans le cadre de leurs obligations professionnelles. Donc, ce sont des agents
qui sont libres sur le plan personnel. Et à partir de là, ils ne seront soumis à l'autorité que dans le cadre de leurs obligations professionnelles. Deuxième principe, c'est lorsque les agents sont organisés dans une hiérarchie d'emploi clairement définie. Donc, ils ont une structure hiérarchique avec des règles clairement définies, des responsabilités et des attributions qui sont clairement définies. Et donc, effectivement, selon Max Weber, le deuxième principe de l'administration bureaucratique, c'est lorsque les agents sont organisés dans une hiérarchie d'emploi clairement définie. C'est-à-dire qu'on arrive à identifier qui fait quoi dans une structure. Troisième principe, c'est que chaque emploi a une sphère des compétences légales clairement définie. Donc, pour chaque emploi, pour chaque poste, nous avons un ensemble de compétences légales qui sont identifiées d'une manière claire et nette, sans confusion. Quatrième principe en matière d'administration bureaucratique, c'est bien entendu l'emploi est occupé sur la base d'une libre relation contractuelle. Cela signifie que quand on va engager un employé, cela doit se faire dans une libre relation contractuelle qui engage les deux parties prenantes, l'employeur et l'employé. Cinquième principe, les candidats sont sélectionnés sur la base de leur qualification technique, à travers un examen ou diplôme, ou les deux à la fois. Et cela signifie qu'effectivement, telle personne est choisie sur la base de ses qualifications techniques, soit en passant par un examen technique, soit sur la base d'un diplôme qu'elle a obtenu, ou les deux à la fois. Sixième principe, c'est que lorsque les agents sont rémunérés par un salaire fixe, l'échelle de salaire est fonction du rang dans la hiérarchie. Donc, à chaque salaire, à chaque position hiérarchique, il y a une échelle de salaire qui correspond au rang, à la position dans laquelle l'employé ou l'agent est positionné hiérarchiquement. Ces agents ont droit à une retraite et l'employé est libre de démissionner. Et c'est à partir de là que vous allez réussir l'administration bureaucratique. Le septième principe, c'est que l'emploi est considéré comme la seule ou au moins la principale occupation professionnelle de son titulaire. Il n'a pas droit d'avoir la double fonction. Effectivement, chaque employé ou chaque agent doit avoir un emploi, c'est-à-dire une occupation principale, de telle sorte qu'il n'a pas le droit d'avoir une double fonction en entreprise ou ailleurs. Huitième principe, c'est que l'emploi constitue une carrière, c'est-à-dire un avancement professionnel. Il existe des promotions accordées en fonction de l'ancienneté ou du travail réalisé accompli, ou bien les deux à la fois. C'est-à-dire que la promotion peut être accordée sur la base de l'ancienneté ou sur la base d'un travail accompli, ou combiner les deux, à la fois l'ancienneté et le travail accompli. Cette promotion dépend du jugement des supérieurs à travers une appréciation de l'employé. Neuvième principe, c'est que l'employé n'est pas propriétaire des moyens de l'administration. On ne peut pas être jugé partie et par conséquent, l'employé ne doit pas être propriétaire des moyens de l'administration pour qu'il n'aura pas la capacité à influencer sa carrière ou son évolution dans l'entreprise. Et en dernier lieu, l'employé doit être soumis à une discipline, c'est-à-dire à un contrôle strict et systématique dans son travail. C'est-à-dire que l'employé doit, bien entendu, être contrôlé pour qu'il puisse maintenir sa performance et sa productivité. Bien sûr, la pensée weberienne
a fait l'objet de plusieurs critiques, dans la mesure où, dans la réalité, les bureaucraties s'écartent de l'idéal type de la bureaucratie wébérienne. Dans la mesure, effectivement, dans la réalité, quand on discute la bureaucratie, elle a toujours effectivement cette image négative et péjorative, d'où bien entendu les critiques adressées à la pensée wébérienne concernant la bureaucratie wébérienne. D'abord, la bureaucratie pure n'existe pas dans la réalité, dans l'observation sur le terrain. Ensuite, les fonctionnaires développent des comportements schématiques et souffrent d'un manque d'esprit d'initiative et de motivation. Parce qu'en observant la réalité, on s'aperçoit que, par exemple, les fonctionnaires, quand ils sont dans des sphères, dans des zones de confort, ils développent des comportements schématiques et ils n'ont pas effectivement cet esprit d'initiative et de motivation, de telle sorte qu'on n'arrive pas à développer la rationalité telle qu'elle a été conçue et développée par Max Weber. Ensuite, la tendance des fonctionnaires à respecter strictement les règles aux dépens des objectifs, c'est ce qu'on entend par l'efficacité et l'efficience, peut être une source de dysfonctionnement de l'organisation bureaucratique, dans la mesure, effectivement, dans la réalité, les fonctionnaires ne respectent pas scrupuleusement les règles et les directives, ce qui impacte négativement la rationalité, la productivité et donc la bonne marche de la structure. Et enfin, comme dernière critique à la pensée wébérienne, c'est le manque d'adaptation de l'activité par rapport au changement de son environnement, dans la mesure où cette pensée wébérienne laisse une certaine rigidité, le manque de flexibilité, d'agilité, qui fait qu'on a l'incapacité d'adapter l'activité au changement de l'environnement en entreprise. Toutefois, dans un environnement stable et pour la production de masse, de biens et de services standardisés, la bureaucratie demeure tout à fait adaptée et de nos jours, elle peut être considérée comme la seule organisation fondamentalement égalitaire et légaliste. D'où bien entendu les limites de cette pensée wébérienne concernant la bureaucratie. Passons donc à la conclusion concernant l'école classique qui constitue la première section de notre cours. Donc en conclusion, on peut remarquer qu'il y a de la convergence entre les auteurs que nous avons vus de l'école classique, notamment Taylor avec la conception de l'organisation scientifique du travail, Fayol avec le courant administratif, la rationalité administrative, et la pensée de Max Weber qui met en relief la rationalité bureaucratique. Effectivement, 3 éléments à retenir. Au niveau de la pensée de Taylor, la décomposition du travail en tâches simples et élémentaires, l'existence de mécanismes de coordination et de contrôle selon Henri Fayol, et enfin, la recherche de stabilité interne de l'entreprise à travers la conception de Max Weber concernant la mise en place d'une rationalité bureaucratique. Toutefois, bien entendu, l'école classique présente également des limites et des insuffisances. La principale limite de l'école classique réside dans la difficulté pour l'organisation à s'adapter à un environnement changeant. C'est pour cela que ce modèle est beaucoup plus conçu pour atteindre des objectifs prédéterminés. Il n'est donc pas préparé pour se régénérer ou réagir dans un environnement connu par son instabilité. L'instabilité étant aujourd'hui la règle, le modèle classique de l'organisation doit être nécessairement redressé, dans la mesure où les 3 conceptions que nous avons vues sont inadaptées par rapport à la réalité de l'entreprise. Et on reproche souvent le manque d'adaptation de l'activité par rapport au changement de l'environnement de l'entreprise, dans la mesure, effectivement, dans la mesure où l'instabilité est la règle de nos jours et par conséquent, le modèle classique de l'organisation
doit être nécessairement repensé. L'un des exemples de dysfonctionnement de l'apport classique est constitué par la radicalité du taylorisme qui, de par sa recherche frénétique de la production, de la productivité, a entraîné des comportements contraires par rapport à ses propres objectifs. Les excès de taylorisme ont entraîné un taux d'absentéisme élevé, ce qu'on a appelé le turnover élevé, la rotation du personnel. Et ce qui est tout à fait à l'opposé de la finalité attendue par les auteurs de cette école, dans la mesure où ils ont essayé, à travers l'application des méthodes scientifiques, d'optimiser exactement le fonctionnement de l'entreprise et ses activités en mettant en relief un modèle fondé sur la rationalité. À la fois une rationalité productive pour Taylor, une rationalité administrative pour Fayol et une rationalité bureaucratique pour Max Weber. Et donc, dans la réalité, nous avons observé plusieurs dysfonctionnements, comme par exemple le taux d'absentéisme très élevé, la rotation du personnel, un turnover élevé, donc de plus en plus des salariés désengagés, infidèles, qui quittent rapidement l'entreprise et on a du mal à les retenir, à les fidéliser. Les accidents de travail de plus en plus importants, malgré toute la décomposition des tâches et la répartition des tâches. Ce sont ces dysfonctionnements qui vont faire réagir d'autres auteurs et qui vont nous fournir une deuxième école de pensée qu'on va voir dans la deuxième partie de ce chapitre et qu'on considère comme l'école des relations humaines. Donc, je reviens sur le chat au cas où vous avez des questions sur les apports de cette école avant même de continuer notre réflexion. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'école classique a essayé de mettre en application des méthodes d'optimisation dans l'espoir d'assurer une rationalité en matière de la gestion de l'entreprise. Et nous avons vu avec les trois auteurs, trois types de rationalité, productive avec Taylor, administrative avec Fayol et bureaucratique avec Max Weber. Malgré tout, dans la réalité, nous avons observé des comportements qui sont tout à fait à l'encontre de l'amélioration de la productivité, de la performance. Je vous ai donné l'exemple du taux d'absentéisme, de désengagement, de la démotivation des salariés, de telle sorte que nous avons aussi remarqué un turnover, une rotation très élevée, qui renvoie à l'incapacité de l'entreprise à retenir les salariés, à les fidéliser, et par conséquent, ça impacte, donc cela se traduit par des arrêts d'activité. On a même observé les accidents du travail qui sont de plus en plus importants et qui impactent effectivement cette rationalité. Et c'est ce qui a donné lieu à une deuxième école de pensée qu'on qualifie par l'école des relations humaines qu'on va voir pour la prochaine séance. Voilà, sur ce, je termine cette séance et on se donne rendez-vous pour une autre séance pour démarrer l'école des relations humaines. Merci et